Voilà, je m'appelle Abdoulaye Sy, je suis chargé de la médiation culturelle dans ce musée et de la communication. Et je suis aussi celui qui va vous accompagner pour la visite. Ok? D'abord, je vous vois un peu timide. Pourquoi vous êtes timide comme ça? On est en sortie, on doit être bien à l'aise, on doit être, voilà, ravi d'être ici. Vous n'êtes pas content d'être ici? Ah, voilà. Vous allez bien à Kambal? C'est quelle classe? 6e B. D'accord. L'autre jour, c'était quelle classe? 6e A. Et ils vous ont dit un peu comment ils ont vécu leur expérience ici? Vous n'avez pas partagé avec eux? Waouh! Ils auraient dû partager avec eux. Ou bien ils voulaient que vous ayez l'effet surprise. Ah bon? Vous vous envoyez des bombes? Non, il faut être des camarades. À l'école, on est tous camarades. Même si on ne partage pas la même classe, on est tous camarades. Ok? Il faut savoir, comment dire, conjuguer les efforts pour le bien-être de votre école. Ok? Donc, vous êtes là aujourd'hui au musée? Non. Au musée Théodore Monod d'art africain de l'IFAN. Vous connaissez l'IFAN? Ok. Et vous avez déjà visité un musée? Il y en a parmi vous qui ont déjà visité un musée. Vous êtes combien? Et quels sont les musées que vous avez visités? Ou bien quel est le musée que vous avez visité? Comment? Vas-y, vas-y. Parle fort. Gorée. Le musée de Gorée, comment il s'appelle? C'est pas la maison des esclaves. La maison des esclaves, ok. Il y a le musée historique aussi à Gorée et le musée de la mer. Le musée historique, c'est un musée qui retrace toute l'histoire du Sénégal. On est des collègues avec eux. Donc il faut savoir que nous sommes le musée de l'IFAN à l'époque, mais maintenant on l'appelle le musée Théodore Monod. Ok, Théodore Monod était le premier secrétaire général de l'IFAN. Ça, c'était vers les années 1936, avant les indépendances, période de la guerre. Ok, et il est le premier à avoir commencé à collecter les objets que vous voyez ici. Et pour vous, c'est quoi un musée? Oh, excuse-moi. C'est quoi un musée? Dites-moi, c'est quoi un musée? Que savez-vous des musées? C'est quoi un musée? Qu'est-ce qu'un musée vous dit? Et parlez fort pour tout le monde. Continue. Des vestiges, oui. Quelqu'un d'autre? C'est là où on stocke les objets historiques ou préhistoriques. Oui. Oui. Quelqu'un d'autre? Vous avez tous donné de bonnes réponses, en quelque sorte. Le musée est un lieu de préservation, de conservation et de transmission du patrimoine. Vous avez bien compris? Un lieu de préservation, de conservation et de transmission du patrimoine. Le patrimoine, c'est tout ce que vous venez de dire, que ce soit les vestiges du passé, tout ce qui concerne la préhistoire, nos cultures par rapport à comment on vivait, quels sont les ustensiles qu'on utilisait. Tout ce qui fait partie de notre histoire peut être considéré comme patrimoine. Aujourd'hui, les choses que vous héritez de vos grands-parents, vos grands-pères, vos grands-mères, vos ancêtres, ça c'est le patrimoine de votre famille. C'est le patrimoine de votre maison, de votre nom de famille ou bien de votre ethnie. Ok? Donc ici, actuellement, vous êtes dans un musée qu'on appelle un musée ethnographique parce qu'on parle de tout ce qui tourne autour des ethnies. Non seulement dans les habitudes, dans les coutumes, mais en même temps aussi dans les modes de vie. Comment on utilisait certains objets, à quoi servaient-ils, comment étaient-ils fabriqués. Tout ça, on peut arriver à le voir dans un musée. Et ce qu'on fait là actuellement, c'est pour vous faciliter la compréhension de ce que vous voyez dans ces espaces-là. Ok? Donc, vous êtes dans un musée, ce bâtiment, ce niveau, c'est pour les expositions permanentes. Et le niveau du haut, on a ce qu'on appelle les expositions temporaires, qui peuvent durer de 3 semaines à 3 mois. Ok? Donc, on va commencer la visite. Cette expo, elle développe beaucoup de thématiques. On a une thématique sur l'initiation. Quelqu'un sait ce que ça veut dire l'initiation? Vous avez déjà entendu parler de l'initiation? Si vous voulez, vous êtes fatigué, asseyez-vous, on va prendre notre temps, on va discuter vite fait et on va continuer. Ok? Si vous êtes fatigué. L'initiation, tu veux dire quelque chose?
Quelqu'un ne sait pas? On va, donc pour comprendre l'initiation, on va commencer par ces figures que je vais prendre, je vais choisir, parce que vous avez d'autres choses à faire. Allez, venez. Venez avec moi. Je prends juste quelques objets, je vous fais la visite de quelques objets pour parler des différentes thématiques. Et après, je vous laisse faire une visite libre. Allez, venez par là. Tout le monde. Venez, vous allez voir. Voilà, c'est bon. Dites-moi. Je vois qu'il y en a déjà qui connaissent une figure qui est ici. C'est lequel? Il est où? C'est celui-ci. Comment vous l'avez reconnu? Dans les médias. Dans les? Dans les cognes. Oui. Oui? Dans les villages. Dans les villages, oui. Dis-moi. Dans les régions. Vas-y. Casamance. Tu es Casamançais, toi? Toi? Et celui-ci, vous le connaissez? Le Kumpo. Vous l'avez déjà vu avant? Celui-ci? Voilà, vous avez trois figures qu'on a l'habitude de voir dans les cérémonies d'initiation. L'initiation n'est rien d'autre que c'est comme actuellement, comme vous êtes à l'école. Vous êtes à l'école depuis un certain âge. Vous allez rester à l'école jusqu'à un certain âge. Et quand vous aurez terminé, par exemple, le lycée, vous allez à l'université. Donc, vous êtes actuellement des jeunes qui sont censés faire l'école élémentaire, moyen et secondaire. Donc, disons qu'actuellement, on est en train de vous former. L'initiation, c'est ça. C'est une formation. Mais une formation qui ne se passe pas dans des murs d'école, mais qui se passe à l'intérieur des bois sacrés. Et c'est une étape qui est très, très, très importante dans la vie d'une communauté, mais plus particulièrement dans la vie des jeunes de cette communauté. Par exemple, les Jo, les So, les C, le Lel. Le Lel, vous ne savez pas ce que ça veut dire, le Lel? Les garçons, vous avez fait la circoncision. Mais vous n'êtes jamais parti au Lel. La circoncision est une station. C'est-à-dire, c'est un point juste, c'est une partie de l'initiation. Parce qu'on peut être circoncis et ne pas faire l'initiation parce que l'âge d'aller à l'intérieur des bois sacrés peut-être n'est pas encore arrivé ou bien ce n'est pas encore ton tour d'aller au bois sacré. Ok? Mais l'initiation en tant que telle, on a une station qu'on appelle circoncision. La circoncision n'est qu'une étape dans l'initiation et dans l'initiation, on retrouve d'autres choses. C'est pour ça que j'ai parlé de formation. On vous forme à l'école à être respectueux, n'est-ce pas? On forme dans l'initiation à être respectueux. On vous forme à l'école à connaître les sciences de la vie et de la terre. Comment vous l'appelez? SVT. Vous apprenez la nature à travers des leçons que vous écrivez. Dans l'initiation, les jeunes apprennent la nature à travers la cueillette de certaines plantes, l'apprentissage de comment faire concocter des médicaments qui puissent aider. Eux, c'est comme ça qu'ils apprennent la nature. À l'école, on vous apprend à vous battre par vous-même, à être courageux dans la vie. Dans l'initiation, c'est la même chose. Les jeunes adolescents sont formés à être courageux. On vous apprend à vous débrouiller par vous-même. Donc, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, sachez que l'initiation consiste juste à aider et à transformer le jeune adolescent à entrer dans l'âge mûr, c'est-à-dire l'âge de l'homme mature. Ok? C'est la même chose aussi chez les femmes, parce qu'il y a l'initiation chez les jeunes filles. Ça vous prépare à devenir des mamans, des femmes, des mamans de la société, je dirais. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique est une société matriarcale. Nos mamans ont toujours eu du pouvoir, elles ont toujours eu une certaine, voilà, comment dire, un certain contrôle sur beaucoup d'aspects de la vie. Le Kankourang, vous le voyez, vous pensez juste qu'il est là que pour chasser ou bien pour vous taper avec son coupe-coupe. Il est là pour quoi, selon vous? Dites-moi. Pour protéger les circoncis. Pour protéger les circoncis, effectivement. Quoi d'autre? Pour mettre de l'ambiance. Donc on peut dire que c'est les deux bonnes réponses. Il est là pour protéger, mais en même temps aussi, il est là pour faire de l'ambiance. Mais on parlera de l'aspect de la protection. Le Kankourang, effectivement, protège les jeunes circoncis. Parce que quand les jeunes circoncis vont à l'intérieur des bois sacrés, il y a ce qu'on appelle les mauvais esprits. Et on est tous africains, on a ces croyances-là. Et ce sont des choses aussi
qui existe. Parce que de la même manière qu'il y a le visible, il y a aussi l'invisible. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas quand on n'est pas initié. OK? Donc, le Kankourang joue ce rôle-là. Et il y a un conte qui nous dit qu'une femme a tenté un jour d'espionner pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du camp des initiés. Elle s'est transformée en oiseau pour aller espionner. Mais dès qu'elle est rentrée dans le Kankourang a capturé son esprit. Il l'a pris et l'a transformée en aveugle et en muette pour qu'elle ne puisse pas raconter ce qu'elle a vu. Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur du camp, c'est-à-dire à l'intérieur du bois sacré, reste dans le bois sacré. Donc un initié n'a pas le droit d'aller, un non-initié n'a pas le droit de souiller l'espace ou bien d'aller braver les interdits du bois sacré. OK? Donc le Kankourang joue ce rôle-là. Et en réalité, dans la vraie vie, il n'a pas des bâtons, n'est-ce pas? Il a des machettes. OK? Le Kumpo est aussi une figure qu'on voit apparaître lors des cérémonies d'initiation. Mais en même temps, il joue le rôle de régulateur social. Vous savez ce que ça veut dire réguler, n'est-ce pas? Et réguler, c'est-à-dire organiser, amener de l'équilibre. Surtout quand il y a des jeunes, par exemple, qui cherchent à dévier les règles et règlements de la communauté. OK? Là, vous avez quelques accessoires d'initiés. On a les chapeaux d'initiés, on a un panier. Ce que vous voyez là, ce qu'on appelle un cache-sexe. À l'époque, quand on faisait la circoncision, on ne mettait pas les bandages modernes. On utilisait ça et on mettait des plantes, des mix de plantes qui permettaient d'éviter les infections. OK? Et la petite corne que vous voyez ici, c'est une corne sifflée qui permettait aux accompagnants des initiés de les rappeler à l'ordre quand ils devaient se reconstituer en groupe. OK? On va se retourner vers l'objet qui est là-bas. Le bombolon. Vous avez déjà entendu parler du bombolon. C'est un outil de communication et un instrument de musique à la fois. Ce bombolon-là, cet instrument-là, cet outil-là, il sert à communiquer. Il a servi à communiquer entre villages, mais en même temps aussi à animer des événements. Outil de communication parce que la personne qui devait jouer cet événement a entre ses mains deux gros bâtons, des sticks. Et il joue au bombolon. Mais il faut savoir que la personne qui jouait cet instrument-là, si ça allait vers l'information, c'est-à-dire la communication, informer l'autre village, il devait être un initié aussi parce qu'il y a ce qu'on appelle les codes sonores. Les codes sonores. Maintenant, si c'était un mariage, on pouvait inviter l'autre village uniquement en battant ce tambour-là. Uniquement. Parce qu'en battant le tambour et en envoyant les codes, il y a d'autres qui sont dans l'autre village et qui arrivent à déchiffrer les codes pour dire que le message c'est ça, 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 ça. Même quand vous voyez dans l'ère moderne, à l'époque, pendant la guerre, souvent ils utilisaient, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom, mais c'est juste un instrument où on utilise le doigt et ça renvoie des sons, des vibrations. Et de l'autre côté, on arrive à décoder ce que le message veut dire. C'est la même chose avec le bombolon. Si c'était un baptême, c'était pareil. Il y avait une manière de dire que c'est un baptême de la maison telle, le fils ou la fille de tel. On vous invite à venir le jour tel. Et l'autre village arrivait à décoder ça aussi et à se préparer en conséquence. Soit c'est pour amener des cadeaux, soit c'est pour aller assister. Pour les funérailles aussi, c'était pareil. Si c'était aussi pour juste convoquer les villages environnants pour qu'on puisse parler des problèmes de nos communautés, il y avait aussi moyen de les inviter à partir de ça et on se rencontrait au village central avec la grande place. Instrument de musique aussi parce qu'on le retrouve dans des événements et par exemple à la fin de l'initiation aussi, quand on célèbre les initiés, on voit aussi quelqu'un jouer au bombolon. Et d'ailleurs en regardant la petite vidéo qui est en train de passer là-bas, vous verrez un gars qui est assis avec le mini bombolon. Vous le voyez? Vous le voyez? Il est caché par le danseur. Mais il y a quelqu'un qui est en train de jouer au mini bombolon, là-bas au fond. Vous le voyez, non?
Maintenant, il faut savoir que le bombolon a différentes tailles et différentes provenances. Celui-ci, il nous vient du Sénégal, du sud du Sénégal, en Casamance. Mais on peut le retrouver en Gambie, on peut le retrouver en Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry. On peut le retrouver aussi au Cameroun et au Burkina. Ok? Oui, tu as une question? Il n'y a rien, c'est vide. Venez voir. D'ailleurs, c'est bonne ta question. Elle est très bonne ta question. D'habitude, quand on va dans un musée, je vous ai laissé toucher, mais d'habitude, quand on va dans un musée, on touche à aucun objet. Ok? Mais sachez que, pourquoi sa question est intéressante? Quand on va dans des espaces comme ça, l'habitude, on regarde des choses, on dit, waouh, c'est joli. On ne voit que l'aspect qui est joli. Mais est-ce que dans nos têtes, on se demande comment ils ont dû faire pour faire ça? Pourquoi ils ont fait ça? Ça servait à quoi? Comme on vient de voir. Donc, en regardant bien, on voit que le tronc d'arbre n'a été coupé nulle part au milieu. Ils ont travaillé directement à partir du tronc. Et vous voyez, vous avez vu l'intérieur. Il fallait non seulement savoir la hauteur pour avoir le bon son, la profondeur, je veux dire, du trou à creuser, mais en même temps aussi, vous voyez qu'il n'y a nulle part où on a coupé pour faire ce trou-là. Donc, quel est le genre d'outil qu'ils ont eu à utiliser pour faire ça? Ça, c'était de la science, c'était de la connaissance, c'était des calculs. Ok? Donc, ça vous montre que nos ancêtres ont eu de l'intelligence, ont eu de l'esprit de créativité, ont eu de l'imagination. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais accepter le fait qu'on vous dise que l'Afrique n'a absolument rien créé. C'est faux. L'Afrique a toujours été créateur. Toujours. Donc vous, en tant que jeune, il faut que vous vous mettez dans la tête que ce que vous voyez là, peut-être ça n'a pas de sens pour vous parce que ce n'est pas votre époque. Ça n'a pas de sens pour vous parce que vous avez vos téléphones, vos smartphones, vous faites des FaceTime, vous faites des WhatsApp. Tu vois un peu? Mais à l'époque, ça servait à communiquer, ça servait à informer. Comme aujourd'hui, le téléphone vous sert de moyen de communication. Peut-être qu'ils sont allés, les époques ont évolué, mais les gens ont eu de la science pour arriver à vivre ensemble, pour arriver à créer des conditions qui leur permettent de mieux vivre. Ok? Donc sachez bien que, excusez-moi. Sachez bien que nos ancêtres ont toujours eu cet esprit de créativité. Et toutes les choses qu'ils mettaient dans nos sociétés pour nous faciliter à vivre, effectivement, c'était des choses qui nous servaient. Ok? Donc, on va continuer avec la statuette qui est derrière. Là, c'est la fertilité, de la fécondité et de l'abondance. Fertilité, fécondité, ça, elle nous parle de maternité. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on a développé des thématiques. On a commencé par l'initiation. Mais dans l'initiation, on peut dire que le fait aussi de parler de fécondité fait partie des rites, des rituels. Parce que souvent dans nos sociétés, on a des femmes qui ont des difficultés à donner naissance. À l'époque, maintenant ce qu'on fait, on va chez le médecin. Ou bien on va chez Mam, on dit Mam, ñaanal ma am doom. À l'époque aussi, et toujours dans certaines sociétés, on continue de le faire. On allait vers la déesse Nimba pour demander à la déesse Nimba d'aider nos femmes à enfanter. C'est la raison pour laquelle la manière dont elle est confectionnée, tout ce que vous voyez ici parle et renvoie à cet aspect de l'abondance, de la fertilité et de la fécondité. Elle était utilisée aussi lors des rites agricoles, parce qu'il fallait demander à l'esprit de faire tomber de la pluie pour l'abondance des champs. Donc en regardant le buste de la femme, il est tombé. Ça nous renvoie à la maman qui a beaucoup allaité et qui a donné beaucoup naissance. Ça, c'est signe de fertilité. Le nez renvoie à la virilité de l'homme, mais en même temps aussi pour montrer qu'il ne peut pas avoir de vie sans couple. C'est la raison pour laquelle certaines nouvelles bêtises qu'on essaie de nous faire entrer, il ne faut jamais essayer de mettre ça dans vos têtes. Une société, elle est faite d'hommes et de femmes. Ok? La manière dont les cheveux ont été tressés nous renvoie à l'aspect des champs. Comment les sillons des champs sont tracés. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'elle est utilisée aussi lors des rites agricoles. Et en regardant bien, on a ici deux trous qui servent de deuil.
des yeux. Parce que la personne, effectivement, lors des rites agricoles, une personne porte ça et danse avec. Et c'est à travers ici qu'elle arrive à voir. Et les clous de laine renvoient à la clarté de la femme. C'est comme je disais tout à l'heure. La femme a la vision. Vous, aujourd'hui, vous êtes une nouvelle génération. Mais sachez que vous avez impérativement des missions à accomplir. Il ne s'agit pas seulement de manger, dormir, aller à l'école, lire des leçons, lire des livres, être sur WhatsApp. Mais qu'est-ce que vous allez donner en retour à votre société? Qu'est-ce que vous allez laisser comme legs à vos enfants et à vos petits-enfants? Vous allez tous grandir, on est tous passés par là. Vous allez être des adultes, vous allez avoir des responsabilités. Mais c'est dès maintenant que vous devez travailler ça dans vos têtes et préparer votre mental. Ok? C'est bon? Viens. Viens. C'est bien. Donc ça vous parle. Parce que vous vous identifiez à ça, n'est-ce pas? Le sabar. Qu'est-ce que vous savez du sabar? C'est un instrument de? C'est une danse culturelle. C'est le sabar qui est une danse culturelle. Ok. Effectivement, le sabar est une danse culturelle, traditionnelle sénégalaise. Ok? Ces trois tambours que vous voyez là nous ont été donnés. Tout à l'heure, je vous ai parlé de dons. Et vous savez qui nous les a donnés? Doudou Ndiaye Rose. Vous connaissez Doudou Ndiaye Rose? Doudou Ndiaye Coumba Rose. Un chanteur, un batteur de tam-tam. Vous regardez la fête de l'indépendance le 4 avril? Vous aimez les majorettes, vous les filles? Les majorettes de Kennedy. N'est-ce pas? C'est lui qui accompagnait les majorettes de Kennedy. Son tambour-major accompagnait les majorettes de Kennedy lors des fêtes de l'indépendance. Et ce tambour en particulier a été témoin de la première fête de l'indépendance du Sénégal en 1960. Et quand vous regardez ces tambours, ils sont faits à partir de bois, de peau de bête, de cordes, de fibres, on peut dire. Mais ça symbolise une partie de l'histoire du Sénégal. Parce que ça a participé, le fait d'avoir participé à la première fête de l'indépendance, fait de ça une contribution de Doudou Ndiaye Rose par rapport à l'histoire du Sénégal. Khin, pas khir. Khin, peut-être. Et on a le Goram Babar. Parce que chaque tambour a un nom qu'on lui donne. Le Khin, par exemple, on le voit plus avec les bails. Les baïfal, on entend souvent les baïfal. Dañuy teug Khin. Ok? Le sabar a servi de moyen de communication. Parce qu'à l'époque où il n'y avait pas les radios encore, quand une fille ou un jeune homme ou quelque chose se passait, ou bien qu'un enfant se perdait, c'est ça qui informait les populations. Que les populations sachent qu'actuellement on est dans une telle situation. Si c'était une maladie qui était entrée, on informait. Le tambour a servi d'abord des fêtes aussi. Le tambour a servi d'outil de communication. Il est aussi un instrument de musique, mais aussi, il est aussi un outil de thérapie. La thérapie. Vous comprenez ce mot français? Pourquoi de thérapie? Quelqu'un a parlé tout à l'heure de Ndep quand on était là-bas. Qui a parlé de Ndep tout à l'heure? Il est où? Il y a quelqu'un à qui, quand j'ai parlé du Lel, il y a quelqu'un qui m'a dit Ndep. Le Ndep. Non, c'est rien de grave. C'est toi. C'est toi qui as parlé du Ndep. Effectivement, les tambours, le sabar est utilisé souvent lors des cérémonies de Ndep. On a une cantatrice. Et le Ndep, vous savez c'est quoi, non? Tu peux nous dire? Vas-y, parle fort. Il ne faut pas avoir honte. Vas-y, partage avec nous. maa ngi ci bâtiment principal bi. maa ngi ci bâtiment principal bi. Il servait à remercier les esprits en versant le sang de
choses du genre dans le fond. Il y a un peu de ça. Mais en même temps aussi, le ndeup servait à guérir une personne qui a été atteinte mystiquement par les esprits, par les djinns ou les rap, comme on dit. Et le ndeup, on le retrouve chez les sérères. Ok? Le ndeup, il faut savoir que c'est une cérémonie qui permettait de guérir une personne. C'était un process. Parce que on ne peut pas faire le ndeup aujourd'hui et guérir. Il y a plusieurs séances peut-être qui sont faites au préalable. Ok? Mais sachez que le ndeup joue ce rôle de thérapie en accompagnement avec le sabar. La cantatrice, elle est censée communiquer avec l'esprit. L'esprit qui possède la personne atteinte. Et en battant le tambour, la cantatrice aussi fait ses incantations. On dirait qu'après, on voit que la personne est en transe, elle commence à danser et on dirait qu'elle entend ce que la cantatrice est en train de dire. Donc, l'esprit réagit et on voit subitement que la personne est là, tombée, sans force, ni rien du tout. Ou bien, elle commence à danser. Des fois, elle prend de l'eau, elle se verse. Elle fait des choses juste pour montrer à quel point il y a cette connexion entre l'invisible et le visible. Ok? Le physique et le non physique. Ok? Donc, disons que le ndeup aussi, il faut savoir qu'elle nous vient d'une communauté dont tu as cité tout à l'heure, les Lébou. Les Lébou, on les considère comme les premiers à habiter la ville de Dakar, la presqu'île, on va dire. Parce que c'est une communauté de pêcheurs qui vit sur les côtes. Donc, ce sont les premiers à avoir occupé les côtes. Et il y en a même qui disent encore beaucoup plus loin que les Lébous viennent de l'Égypte, avec la grande migration. Et si on lit par exemple un ouvrage tel que Nation nègre, Civilisation nègre et culture de Cheikh Anta Diop, vous allez voir ça. Ce n'est pas peut-être pour votre âge, mais quand même, je pense qu'à partir de la 4e, vous pouvez commencer à vous intéresser un peu de ça, ok? Pour faire beaucoup plus de recherches. Mais en grosso modo, c'est ce que je voulais partager avec vous.